Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, qu'est-ce que je suis heureuse de vous retrouver, mais vraiment. Après ces 4 mois d'absence, ces 4 mois de silence, honnêtement, je savais pas vraiment comment j'allais revenir, ni dans quel état, et je crois que cet épisode, c'est la seule façon juste de le faire. Aujourd'hui, je vais te raconter justement ce qui s'est passé au cours des derniers mois, pourquoi je me suis totalement arrêtée, ce que ce temps de pause obligé m'a appris, et puis surtout, dans quel état d'esprit je reviens aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je me suis arrêtée? Mais en fait, le 6 octobre, j'avais déjà publié un épisode confidence, c'est l'épisode 123, une sorte de hors-série. J'avais besoin en fait de faire le point, de partager ce qui me traversait, parce que je savais que j'allais pas bien. J'avais entré ma mère à l'EHPAD, j'avais beaucoup de challenges sur le plan personnel, sur le plan professionnel, j'étais vraiment entrée dans une sorte de routine répétitive et au fur et à mesure, je me rendais compte que j'étais en fait de moins en moins capable. Mais pour être honnête, j'ai vraiment sous-estimé mon état. Et au final, j'ai arrêté fin octobre. Pas par choix, pas par décision mûrie, réfléchie et stratégique, mais justement parce que je n'ai pas eu le choix. C'est vraiment mon corps qui a dit stop, la machine a dit stop. Je n'avais plus d'autre choix que de m'arrêter puisque je n'arrivais plus à fonctionner. Et j'avoue que c'est la première fois que ça m'arrive avec cette force. Et sur le coup, j'ai vraiment été sciée en fait. J'ai été sidérée, j'ai été effondrée, j'étais inquiète de ce que ça voulait dire, d'arrêter mon activité, inquiète de ce que ça allait provoquer, inquiète financièrement aussi évidemment. Mais la réalité, c'est qu'en fait, j'avais épuisé toutes mes ressources physiques, mentales, psychologiques. J'étais épuisée de tenir, épuisée de performer. Il y avait quelque chose effectivement qui s'était cassé, ou en tout cas qui s'était fragmenté et qui méritait mon attention. Et j'ai compris que de toute façon je n'arriverais plus à publier comme si tout allait bien, j'en étais juste plus capable. Donc au début c'était pas trop dérangeant parce que ça correspondait aux vacances de la Toussaint, donc je me suis dit bon je m'arrête pendant les vacances de la Toussaint, je me repose et ça va passer. Et du coup j'ai quand même vu le médecin. Il m'a prescrit un anxiolytique, il m'a aussi proposé des antidépresseurs, mais je les ai refusés au début. Et si je suis honnête, ce refus, il venait surtout de mon histoire personnelle, parce que, je t'en ai déjà parlé, j'ai grandi avec un père dépressif, sous traitement pendant des années. Donc, dans ma tête, prendre un antidépresseur, c'était pour les faibles, c'était devenir comme mon père, c'était une forme de renoncement, presque une incompétence émotionnelle. Et j'avais vraiment un a priori très fort. Je pensais que j'avais fait le job. J'avais passé des années à travailler sur la compréhension de mes traumas, des années à suivre des formations de développement personnel. J'avais en plus eu la chance de trouver ma mission de vie. J'avais les outils. Et en tant que coach en régulation émotionnelle, je devais savoir me débrouiller autrement. Je devais tenir, je devais comprendre, je devais traverser ça en conscience. Et au final, j'ai dû avaler une vérité inconfortable. Oui, on peut être formé, oui, on peut être consciente, oui, on peut accompagner des centaines de femmes et quand même avoir besoin d'aide. Et refuser de l'aide par peur de reproduire des schémas ou de reproduire une histoire, ce n'est pas de la force, c'est une réaction. Et pour moi, accepter cette aide médicale aussi, ce n'était pas un échec, c'était une responsabilité. Aussi envers mes proches, ma famille et notamment mon fils de 7 ans, puisque, à titre personnel, je sais l'impact d'un parent fragile émotionnellement et psychologiquement sur le devenir d'un enfant. Du coup, j'ai fini 15 jours plus tard par accepter le traitement et j'ai aussi accepté l'arrêt de travail. Au début, c'était juste 1 mois, puis 2, puis 3 et au final 4.
Et qu'est-ce que ces 4 mois m'ont appris? Ces 4 mois m'ont appris quelque chose que je croyais avoir compris, mais que je n'avais jamais traversé aussi profondément. Je me suis figée. Pas en crise spectaculaire, pas en larmes permanentes, vraiment figée, sans élan, sans énergie, éteinte. C'est comme si mon système nerveux avait décidé de se mettre en veille. L'image que j'utilise, c'est un petit peu comme ton système nerveux, c'est ton disjoncteur qui est là pour protéger la sécurité de la maison. Moi, en fait, j'ai simplement mon disjoncteur qui a sauté. Il a sauté pour me protéger, pas pour me faire du mal, mais il a littéralement sauté. Et du coup, ça m'a permis de découvrir l'intérieur, ce qu'est vraiment le figement du système nerveux. Quand on peut plus lutter, quand on peut plus fuir, quand le corps ralentit tout. Et moi qui parle de régulation émotionnelle depuis des années, je me suis intéressée encore plus finement au système nerveux, aux approches somatiques, au travail corporel, à tout ce qui se passe sous les mots. Parce que j'ai vu les limites de la psychothérapie que j'ai réessayé aussi et de la compréhension mentale. On peut analyser son histoire. On peut faire des années de thérapie. On peut trouver sa mission de vie. Et pourtant, le corps continue de porter des schémas, des traumatismes, des blessures. Et j'ai compris que je n'avais pas tout réglé en devenant coach, que certaines blessures relationnelles de l'enfance notamment n'étaient pas totalement intégrées et que j'avais beaucoup justifié certaines dynamiques avec mes parents, des dynamiques toxiques pour ne pas dire pathologiques, et j'ai dû faire le deuil, et je pense que j'ai réussi à faire le deuil de cette relation idéalisée avec mes parents. Je n'aurai jamais, avec mon père ou avec ma mère, la relation de complicité, de confiance, de proximité que j'aurais adoré avoir. C'est comme ça. Alors j'ai essayé d'être le moins possible dans la colère, dans l'amertume, ça m'a pas protégée de la tristesse, mais bon. En tout cas, j'ai eu à cœur de vraiment faire ce deuil avec de la lucidité. Et puis en parallèle, chaque semaine, je fréquentais l'EHPAD de ma mère et ça a été un choc. Voir 50% de personnes en fauteuil roulant, 25% de personnes qui sont nourries à la cuillère par le personnel, franchement, ça remet tout en perspective. Ça te rappelle que la vie est courte, fragile, imprévisible, et au final, je me suis rendu compte que ces mois n'étaient pas du temps perdu, même s'ils ont été difficiles, moi qui suis une grande impatiente de voir comme ça les semaines défiler et ne pas avoir de perspective précise du moment où je me sentirais mieux, c'était super difficile. Mais voilà, au final, c'était pas du temps perdu, c'était un investissement pour les décennies qu'il me reste à vivre. Et si j'ai eu envie de m'en sortir, c'est pour moi évidemment, mais c'est aussi pour mon fils. Parce que vraiment, je connais trop bien l'impact des traumas et des fragilités émotionnelles parentales sur les enfants, et je ne voulais surtout pas transmettre en silence ce que je pouvais traverser en conscience. Alors j'ai commencé par petits pas, 15 minutes de marche par-ci, se faire les ongles par-là, commencer à prioriser des petites choses que je remettais systématiquement à plus tard. Et les semaines et les mois ont passé tellement vite, quand je regarde en arrière, je me demande encore où ce temps a filé. Mais voilà, me voilà de retour. Alors dans quel état d'esprit je reviens ? Quand je me suis arrêtée, je me sentais vraiment fragmentée. C'est comme si des morceaux de moi ne tenaient plus ensemble. Et ces derniers mois n'ont pas effacé les fêlures, n'ont pas effacé les fissures, mais ils m'ont permis de les regarder en face et de recoller les morceaux de ma vie autrement, un peu comme dans cet art japonais qu'on appelle le kintsugi. On ne cache pas la cassure d'un bol, on la souligne avec de l'or. Donc voilà, ma conviction, c'est que les blessures ne disparaissent pas, mais elles peuvent devenir des lignes de force. Et aujourd'hui, je reviens. Alors je ne reviens pas parfaite, mais je reviens plus consciente, ça c'est sûr, plus apaisée avec mon histoire, plus fine dans la lecture des micro-traumas de l'enfance et plus capable aussi d'accepter l'incertitude de la vie. J'étais persuadée que tout allait s'effondrer si je m'arrêtais, que l'absence ferait disparaître ce que j'avais construit. Et pourtant, vous avez été là, tout au long du chemin, malgré mon silence. Vous avez continué d'écouter le podcast et on approche les 800 000 écoutes. Et quand j'ai envoyé un email il y a environ 15 jours, j'ai reçu des centaines de messages d'amour, de soutien,
Tous ces messages m'ont profondément touchée. Alors encore merci à toutes. Et c'est pas une histoire d'ego. Vos messages, ils m'ont simplement rappelé que le lien qu'on a tissé ne dépend pas de ma performance. Et en même temps, j'ai compris quelque chose d'important. Si je veux durer auprès de vous, avec vous, je dois ralentir. Je ne peux plus fonctionner au rythme d'avant. Alors, j'accepte de revenir différemment, plus ancré, plus stable, moins dans la course, moins dans la performance et encore plus dans la présence. Alors, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant ? Les 4 derniers mois m'ont aussi permis de me poser une question simple. Qu'est-ce que je fais le mieux ? Qu'est-ce qui est ma vraie zone de génie ? Et la réponse, elle est apparue de façon évidente. Ce que je fais le mieux, c'est pas de produire plus de contenu, c'est pas de courir après l'algorithme, c'est pas de faire des reels tous les jours, mais c'est de vous coacher et de vous accompagner, de vous prendre littéralement par la main et de vous aider à décoder les vraies raisons de votre comportement alimentaire et de vos automatismes destructeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je fais encore mieux dans le cadre de mon programme, de mon accompagnement en mini-groupe Déjeuner en paix. Ce cadre, pour moi, c'est vraiment le meilleur, c'est ce qui apporte le meilleur résultat, parce qu'il me permet de vous connaître chacune de façon quasi, on va dire, individualisée, mais on profite de la dynamique du groupe. On n'est pas dans l'entre-soi. La présence des autres participantes te permet de conscientiser des sujets que tu avais peut-être refoulés jusqu'à présent ou que tu n'avais pas identifiés, parce qu'il y a tellement de situations qu'on en vient à prendre pour normales ou logiques, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Et donc voilà, les autres participantes servent de miroir, et moi, je sers de catalyseur et on va dire de guide. Je donne une direction commune et j'aide parfois aussi et surtout à prendre beaucoup de hauteur sur les situations et l'interprétation des situations. Donc voilà, ce cadre structuré, Déjeuner en paix, se passe sur 12 semaines au total et j'ai décidé de redémarrer une session le 16 mars. Elle était prévue initialement au mois de janvier. Vous étiez très nombreuses sur la liste d'attente. Merci pour votre patience. Voilà, c'est reparti. Vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà. On démarrera officiellement le 16 mars. Donc Déjeuner en paix, je te le disais, c'est 12 semaines d'accompagnement pour sortir de la restriction mentale permanente avec la nourriture, pour réguler tes émotions autrement qu'en mangeant, pour te reconnecter à ton corps et pour arrêter de te battre contre toi-même. Donc si tu écoutes cet épisode et que tu sais au fond de toi que tu ne veux plus rester seule dans ta tête, si tu sens que tu es prête à travailler en profondeur, pas juste à consommer du contenu, alors peut-être que c'est le moment pour toi, peut-être que cette pause va aussi t'être bénéfique parce qu'elle t'aura laissé le temps de mûrir la décision de venir travailler directement avec moi, parce que c'est ce qui te montre aussi en fait que dans mes programmes, moi je fais le choix de travailler, on va dire, comme un artisan. Je n'ai pas de coach délégué, je ne suis pas juste le visage du programme et ensuite tu te retrouves dans des groupes avec des coachs que tu ne connais pas. Je suis la personne qui t'encadre de bout en bout. C'est avec moi que tu vas pouvoir discuter, c'est à moi que tu poseras tes questions. Je serai ton interlocutrice unique sur tous les aspects du programme et c'est ce qui fait vraiment la différence. Donc tu peux rejoindre le programme via mon site internet johannaverdi.com/déjeuner en paix. Je te mettrai évidemment le lien utile dans la description de cet épisode. Et quoi qu'il arrive, que tu décides de me rejoindre ou pas, je suis vraiment heureuse d'être revenue ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté. Je ne vais pas t'annoncer le thème du prochain épisode comme j'ai l'habitude de le faire parce que j'ai envie de me laisser guider, j'ai envie de respecter justement ce rythme, ces envies, cette inspiration, ce retour de l'élan. Et la seule chose que je peux te promettre en revanche, c'est que chaque épisode à venir sera nécessaire et utile. Donc voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.